Les élections américaines, c'est dans 6 mois, et alors que le web s'enflamme sur l'homme à la moumoute d'or, si je puis dire, les campagnes font rage entre les prétendants à la Maison-Blanche. Et pour parler Trump et compagnie, nous avons trouvé le spécialiste en la matière, Charles Voisin, et nous avons la chance de l'accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, donc il est accompagné donc de notre duo de choc, j'ai nommé Grégory Sacré et Benjamin Van de Velde. Merci de les accueillir. Donc, Charles Voisin, vous êtes commentateur radio, professeur, conférencier et journaliste, et le spécialiste belge de la politique américaine. Donc, vous couvrez comme expert les élections du pays de l'Oncle Sam depuis 2011, et il y a matière à discuter cette année, il me semble. Grégory a préparé quelques questions pour vous, mais avant de passer sur son grill, Benjamin, vous allez nous éclairer sur le processus d'accession au pouvoir. Pour l'instant, donc, on en est aux primaires. C'est la première étape d'une longue série avant de pouvoir élire le 42e successeur de George Washington. Alors, vous avez 90 secondes top chrono pour nous faire comprendre ce système électoral assez particulier. À vos marques, prêts, partez. Alors, d'abord, bonjour à tous, bonjour Charles. Corrigez-moi si je me trompe, mais aux États-Unis, les élections se déroulent toujours entre les républicains et les démocrates. Alors, dans chacun des 50 États, il s'agit d'élire des délégués des partis, c'est-à-dire qu'on peut le faire par caucus, ce sont des réunions internes aux partis, ou alors, sous forme de primaire, comme vous l'avez dit Arthur, c'est un vote ouvert à tous ou aux seuls membres du parti. Alors, dans chaque État, ils élisent des délégués. Qu'ils soient républicains ou démocrates, ils se rendent à une convention nationale durant l'été, qui aura lieu entre le 18 et le 21 juillet pour les républicains, et entre le 25 et le 28 juillet pour les démocrates. Alors, on y décide officiellement du candidat. Depuis la semaine dernière, on sait que John Kasich s'est retiré, donc on connaît le nom du futur candidat républicain, il s'agira de Donald Trump. Du côté des démocrates, le choix aussi toujours entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. Viennent ensuite les élections, qui se déroule sous forme de suffrage indirect aux États-Unis, c'est-à-dire que le président n'est pas élu par les citoyens, mais bien par de grands électeurs. Alors, aux États-Unis, le système du winner takes all est d'application, c'est-à-dire que si le Parti démocrate emporte l'État, tous les sièges vont au Parti démocrate et les républicains n'auront rien. Ces grands électeurs se réunissent officiellement un mois après les élections pour élire le vice-président et le président. Ce dernier sera investi le 20 janvier 2017 lors de l'Inauguration Day et prendra ainsi les rênes du parti pour les 4 prochaines années. Un petit peu dépassé le temps imparti, mais c'était quand même très très bien. C'est beaucoup plus clair pour nous. Donc maintenant, il est un peu temps de discuter des événements de ces dernières semaines. Et ça tombe bien, puisque Grégory est là et puisqu'il a sous la main Charles Voisin, comme on l'a dit, notre invité et expert sur le sujet. Charles Voisin, bonjour. Je vous laisse entre de bonnes mains. Bonjour Charles Voisin. Alors, tout d'abord, Benjamin a déjà cité les 2 candidats démocrates qui sont Hillary Clinton et Bernie Sanders. Est-ce qu'on peut déjà dire que Bernie Sanders est hors de course ? Oui, en fait, théoriquement, oui. Alors, il joue un petit tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'il dit oui, si on fait exception des super-délégués, qui peuvent, théoriquement, c'est vrai, toujours changer d'avis, et dans les États où il a gagné, il essaye de mettre la pression sur eux pour qu'ils changent d'avis, parce que normalement, les super-délégués sont censés quand même respecter le vote populaire. Ben, si on fait abstraction de ça, Hillary Clinton n'aura jamais la majorité absolue avant la Convention. Ce qu'il y a, c'est que ces super-délégués comptent, et Hillary Clinton aura cette majorité absolue, ici probablement au mois de juin. Donc les jeux sont faits pour lui, mais il continue tout de même. C'est quelque chose de pas très démocratique, justement, ce système de super délégués. Oui, ce sont des délégués qui votent absolument pour qui ils veulent. Ce sont des représentants du parti. Et ils votent pour Hillary Clinton, qui elle aussi fait partie de l'establishment, c'est pas vraiment une outsider. Et à mon avis, ils vont continuer de dire qu'ils vont voter pour elle parce qu'elle met la pression. Elle et son mari ont un grand réseau et elle l'a déjà montré par le passé que ceux qui croisaient son chemin l'ont regretté politiquement. Mais si l'affaire est déjà faite pour Hillary Clinton, pourquoi est-ce que Bernie Sanders ne sortire-t-il pas de la course? Pourquoi reste-t-il dans les pattes, je vais dire, d'Hillary Clinton, alors qu'il pourrait essayer de l'aider dans l'avenir qu'il imposera à Donald Trump, qui est déjà très puissant aux États-Unis? C'est vrai, il lui cause du tort, hein, et Donald Trump est déjà en train de jouer cette carte-là.
il essaye de récupérer les électeurs de Bernie Sanders qui sont un peu similaires aux siens. Bernie Sanders fait une campagne d'idées et il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la convention, parce que à la convention, on décide du programme sur lequel le candidat va faire campagne et veut peser sur ce programme, peser avec ses idées social-démocrates. Mais d'ailleurs, quand on parle de Trump et de Bernie Sanders, tous les deux ont un point commun, ce sont un peu les électeurs. Donc, il faut savoir que les deux sont très populaires dans les classes blanches populaires et ils sont vraiment surreprésentés. Alors, est-ce que quelque part, ces deux personnages typiquement opposés ne sont pas un peu les mêmes ? Alors oui, c'est choquant parce que tous les opposent. C'est pas du tout la même campagne, c'est pas du tout les mêmes valeurs. Mais leur message économique est un peu le même. Bernie Sanders parle beaucoup des inégalités et Donald Trump parle beaucoup des délocalisations. Alors dans les régions désindustrialisées, particulièrement au nord-est, ils sont assez populaires et Bernie Sanders, voilà, il est quand même très différent, ça, évidemment. Mais Bernie Sanders a le vote des jeunes, ce que n'a pas Trump, et il fait quand même un appel du pied aux électeurs de Bernie Sanders pour les récupérer, et il peut en récupérer une partie. Tous les autres se rangeront derrière Hillary Clinton, c'est ce qu'elle espère, mais rien n'est joué. Et est-ce que ces deux candidats ne montrent pas une certaine forme de rejet de l'establishment aux États-Unis ? Alors si, clairement. En fait, ce qui se rejoue finalement, c'est 2008, la crise économique et le renflouement des banques. Avec le renflouement des banques, les Américains ont clairement eu l'impression, et peut-être à juste titre, que leurs élites politiques les ont trahis. Donc, les outsiders sont très populaires. Par exemple, Carly Fiorina, Donald Trump, Ben Carson, tous trois ont été très populaires durant la primaire et aucun n'a eu de mandat politique. Mais alors, c'est pas seulement l'establishment politique qui est rejeté, c'est aussi l'establishment, la haute finance et puis les médias aussi. Eh bien, je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour des élections du côté du primaire démocrate. Donc maintenant, avant de passer aux républicains, on vous a concocté une petite vidéo. Si vous avez envie de devenir le nouveau candidat républicain demain, voici le CV de toutes les choses que vous devez faire et savoir. Fait candidat républicain, vous devez avoir un look irréprochable. Wow, I look fantastic. Soignez votre teint orange et laissez vos cheveux libres comme l'air. Mais attention, pas de moumoute, hein, on veut que des vrais cheveux. No, it is my hair. See, sometimes I'll leave it all. Votre famille doit être moderne. Vous devez donc avoir environ 5 enfants, avec 3 femmes différentes, et des top modèles, s'il vous plaît. Parce que la beauté, c'est tout ce qui compte chez les Trump. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Vous devez également incarner le rêve américain. Vous avez réussi votre carrière, donc vous pouvez le dire. I'm really rich. I'll show you that in a second. Et n'hésitez pas à le revendiquer. Ne cachez pas que vous êtes un modèle, que vous êtes le meilleur, que vous êtes un patron. You're all fired. All 4 are fired. Vous avez réussi à mener à bien votre business, alors pourquoi pas les États-Unis? Le plus important est de vous faire connaître, et pour ça, rien de plus efficace que jouer dans des films tournés dans vos bâtiments, ou débarquer dans un match de catch pour flanquer une dérouillée au président. Après tout, on est en Amérique. Vous pouvez même faire des apparitions dans des sitcoms pour apprendre aux gens comment vous saluer. N'ayez pas peur de jouer dans quelques pubs et carrément de vous rendre ridicule. Mais surtout, n'oubliez pas de faire remarquer que ce sont vos adversaires qui sont pathétiques. Dites-le clairement et sans concession. Well, we have some of the dumbest leaders in the world. We have losers. If we had honest government, Hillary wouldn't be allowed to run in this. He wouldn't be allowed to run. Marco Rubio's personal finances are discredited. I look at Rubio, he's a lightweight. He's a lightweight. He's a very nice person, but we need tough people. We need toughness. We need intelligence and we need... Allez, sur ces conseils, bonne préparation. Ce sera peut-être votre tour en 2020. I'm Donald Trump and I approve this message. Alors on l'a vu, Donald Trump est quelqu'un de très télégénique et qui aime les médias. Et la première question va justement porter sur les médias. Est-ce qu'ils n'ont pas, en quelque sorte, aidé Donald Trump à arriver là où il est aujourd'hui? Oui, certainement. Ils peuvent se remettre en question à ce niveau-là, mais c'est plutôt Donald Trump qui a su jouer avec cela.
Ils auraient dû couvrir la campagne de Bernie Sanders parce que là, il n'y a pas de raison de ne pas la couvrir. Bernie Sanders rassemblait des foules énormes, a récolté un nombre de petites donations records. Je me demande si c'est même pas plus que Barack Obama. Donc, ils auraient dû couvrir la campagne de Bernie Sanders et faire mettre plus l'accent sur le débat d'idées. Et justement, on a vu que du côté démocrate, il n'y avait que Sanders et Clinton, au final, qui se livrent toujours un grand duel. Et du côté des républicains, ils ont démarré donc à 17 candidats. Est-ce que quelque part, ça n'a pas aidé Trump également d'arriver là où il est aujourd'hui, d'avoir 16 concurrents et non seulement un seul? Oui, oui, bien sûr. Ce sont des forces qui se sont annulées et lui, il ressortait clairement. Et donc, c'est vrai que s'il y avait eu peut-être moins de candidats, il aurait fait moins la différence. Quelqu'un aurait émergé comme l'anti-Trump. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr. Donald Trump est redoutable. Il s'est défait effectivement de 16 candidats et Hillary Clinton a vraiment du souci à se faire. Mais au-delà de toutes ces phrases chocs et racistes qu'on a pu voir dans les médias de Donald Trump, est-ce que l'homme a un véritable plan, un véritable programme pour les États-Unis? On n'en parle pas beaucoup. Oui, alors une des idées reçues, c'est que Donald Trump n'a pas d'idée. Donald Trump, c'est une coquille vide. Ça, c'est absolument faux. Alors, il y a le showman, il y a les propos racistes, mais c'est tout ce que les journalistes retiennent. Et ça, c'est un problème. Parce que, effectivement, Donald Trump, s'il gagne la Maison-Blanche, il le gagnera grâce à son discours sur l'économie. D'ailleurs, les Américains le créditent beaucoup plus comme étant quelqu'un capable de remettre l'économie en marche qu'Hillary Clinton. Je pense qu'il a 5 points d'avance et c'est encore plus flagrant dans les États désindustrialisés où je pense qu'il a même 15 points d'avance. Et alors, quel est son discours économique? C'est un discours protectionniste, vraiment aux antipodes du programme républicain habituel, puisque ce sont des libéraux, des ultralibéraux comme Ted Cruz. Et donc, c'est pour ça que c'est un attrait, parce que les ouvriers, les cols bleus de toutes ces régions désindustrialisées, notamment du nord-est, c'est ça sa stratégie, c'est de prendre la Pennsylvanie, de prendre l'Indiana, peut-être le Wisconsin, toutes ces régions-là, c'est là qu'il veut faire une percée. Et effectivement, s'il gagne là, ça prouvera une chose, c'est que son discours économique, qui est un peu absurde, parce que bon, c'est pas parce qu'on a un bon businessman, et encore là, on peut émettre des doutes, qu'il fera un bon président, mais c'est ce discours-là qui va gagner. Et aujourd'hui, qui se retrouve normalement face à Hillary Clinton, maintenant qu'il est sûr d'être le candidat républicain, est-ce qu'on peut déjà remarquer qu'il a changé son discours? Est-il un petit peu plus modéré dans ses propos ou est-il toujours aussi flamboyant? Alors, le Donald reste le Donald, comme on dit, mais il va quand même éviter toutes ses sorties, mais il restera toujours aussi flamboyant. Ça, on peut lui faire confiance. On ne change pas le naturel du jour au lendemain. Et lui est particulièrement quelqu'un de pas cadré du tout. D'ailleurs, c'est sa force, parce que Barack Obama, il utilise toujours le prompteur, des discours parfaits, mais peut-être un peu trop sur un style professoral. Donald Trump, il a l'avantage du franc-parler. C'est quelqu'un qui parle à tout le monde. Et donc, ça le rend assez fort. Pour le comparer à un personnage politique européen très fort, et c'est en France, est-ce qu'on peut comparer à Donald Trump à Marine Le Pen? Alors en fait, oui. Pardon, oui, exactement. Parce que Donald Trump, si vous voulez, tout le monde dit, mais c'est vraiment l'Américain par excellence. Il a réussi, il a reçu tout le monde. C'est le rêve américain, effectivement, par excellence, au carré. Mais aussi, il y a aussi un peu d'anti-américanisme là-dedans, parce que Donald Trump, il est stupide, donc tous les Américains sont stupides, et c'est un peu ça qui prévaut. En fait, pas du tout. Donald Trump est un leader populiste à l'européenne, comme Berlusconi, comme Marine Le Pen, qui a aussi un discours protectionniste, souverainiste, qui mise sur le déclin de la France. Pareil, Donald Trump veut rendre à l'Amérique sa grandeur, donc c'est exactement la même chose. Mais alors, pour terminer, je suis tombé sur un chiffre assez éloquent, publié par le Guardian, qui montre des infographies, et il montre que Clinton et Donald Trump ont un taux d'impopularité très élevé. On parle de 57%, 58% pour les deux candidats. Est-ce que c'est quelque chose d'habituel ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau?
C'est nouveau, mais ça montre une chose, c'est que eh bien, les électeurs vont davantage rejeter le candidat adverse que se prononcer pour des idées nouvelles. C'est un peu triste tout de même, il y a peu d'enthousiasme. Mais là encore, et je suis désolé d'annoncer, d'être un peu l'oiseau de mauvais augure, mais Donald Trump, lui, représente le changement. Malheureusement, Hillary Clinton, elle est là-bas, enfin, elle est sur la scène politique, médiatique américaine depuis les années 90, et elle a peine à incarner un nouveau message, à incarner l'espoir. Donc pour vous, on peut clairement imaginer Donald Trump président en 2017. Je pense en tout cas qu'il ne faut absolument pas commettre l'erreur de se dire Hillary a le vote des minorités avec elle et le Parti républicain, on sait bien que démographiquement leur base rétrécit, donc c'est du pain béni pour Hillary. Attention avec cette analyse-là, il faut regarder les choses de manière beaucoup plus nuancée et voir que Donald Trump est, comme je l'ai dit, un politicien redoutable et il a déjà créé de la surprise. Et il peut encore la créer. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour cette analyse politique importante, finalement, à quelques mois de ce qui pourrait être une nouvelle page dans l'histoire politique américaine.